Donc, juste pour tout le monde, donc c'est le dernier webinaire de la série là, pour cette année universitaire. Et puis, on verra si on reprend à la rentrée. Donc, on a le très grand plaisir d'accueillir Emmeline Combi, qui est donc maîtresse de conférence en géographie à l'université Lyon 2 et qui travaille, fait sa recherche dans le laboratoire EVS et qui va donc nous parler des pollutions aquatiques et des problèmes que ça engendre. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme cela a été dit, je suis maîtresse de conférence à Lyon 2 après avoir été maîtresse de conférence à l'université de Besançon. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement parler du Rhône et de Lyon en me disant que c'est ce qui vous intéresse peut-être le plus. Mes travaux s'inscrivent dans la zone atelier bassin du Rhône où je coporte avec Olivier Barreto l'OSTF, donc tout ce qui est en lien avec les études en sciences humaines et sociales au sein de la zone atelier bassin du Rhône. Je suis également très impliquée dans l'observatoire Homme-Milieu-Vallée du Rhône. Donc, ce titre, Quand les pollutions aquatiques deviennent des problèmes sociaux, j'ai décidé de l'illustrer avec cette une du Progrès, donc de 2007, qui pose une question, et si le Rhône pollue la mer? Donc, en effet, c'est assez logique que si des matières polluantes se trouvent dans le Rhône, l'exutoire sera la mer. Ce qui est intéressant dans cette vue-là, c'est la couleur, le gris, côté anxiogène, avec notamment une présence assez importante de cette masse d'eau grise, et puis des bâtiments qui aussi rajoutent un côté anthropique. Dans ce cadre-là, le pêcheur n'est pas reconnu. Donc cette une, elle est issue de la crise PCB sur laquelle je vais revenir, et elle illustre plus globalement la question du Rhône dans son bassin versant. Alors, au niveau de cette fédération, aujourd'hui, j'ai surtout parlé d'eau, de bassin versant, et j'insisterai également sur des questions de ville et d'urbanisation et, on va dire, de gestion durable des écosystèmes autour des questions de pollution. Alors, premier élément qui est important de préciser, c'est qu'est-ce qu'un problème social pour quelqu'un qui travaille en sciences humaines et sociales. Premier élément, le problème social, c'est quelque chose qu'on se représente comme étant un problème. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que le problème social, il est de l'ordre de la représentation de ce qui se passe collectivement dans nos têtes, et une même situation peut être ou non un problème. Donc généralement, quand une situation devient un problème, elle est médiatisée, elle est évoquée via les discours. Donc ce que je vais aborder aujourd'hui sont essentiellement des discours, des paroles, qui vont justement faire une interface entre ce problème et la diffusion de ce problème ou son confinement. Donc l'idée, c'est de travailler sur ce que Foucault a appelé des nappes discursives, c'est de dire qu'on va travailler sur des mots, des éléments de discours, et ces éléments de discours, ce sont plus que des mots, ce sont également des portes d'entrée vers des phénomènes sociaux, politiques ou économiques. Donc mon approche s'inscrit dans ce qu'on appelle la critical discourse analysis. Pas besoin d'insister de trop, si ce n'est de dire que c'est une approche qui est généalogique. Donc on le verra, en fait, mes travaux s'inscrivent dans une approche de géohistoire, c'est-à-dire qu'on travaille sur des trajectoires, sur des évolutions, sur des changements, ce qui invite et ce qui incite à travailler sur un temps qui peut être de l'ordre de la décennie ou de d'une bien plus longue durée, pardon. Deuxième élément, l'approche elle est également critique, c'est-à-dire qu'il s'agit de remettre ces mots en contexte, à la fois à l'échelle du discours prononcé, par exemple un article de presse, mais également à l'échelle des relations sociales. Donc, en Critical Discourse Analysis, il y a l'idée de trouver des formes d'analyse systématique des textes, donc j'insisterai un peu sur ces méthodologies-là. Il y a l'idée de montrer les relations entre discours et processus sociaux, comment ces discours émergent, pourquoi dans certains cas ils n'émergent pas, dans d'autres ils sont prolongés, et ainsi de suite. Et enfin, d'analyser les problèmes sociaux pour pouvoir potentiellement s'en prémunir, les annuler ou autres. Donc, la définition du problème social tel qu'il est défini donc, dans la littérature, c'est une condition supposée ou une situation supposée qui est labellisée comme un problème. Alors ça, c'est important. Le premier mot, c'est le mot supposé. C'est-à-dire que ce problème social, il est supposé par certains acteurs, pas tous les acteurs. D'un point de vue des réalités, il n'est pas forcément objectivé. Il peut être tout à fait subjectif, ce qui n'empêche pas qu'il nécessite une réponse.
Bref, c'est un problème, c'est une situation, une condition supposée, donc définie par des acteurs en un moment donné, qui est labellisée comme un problème dans des arènes de discours public et d'action. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une arène? Une arène, c'est un collectif d'acteurs qui peuvent être de différentes natures. Par exemple, on peut se trouver dans une arène que des pêcheurs, ou on peut se trouver dans une arène des scientifiques avec des pêcheurs et des membres d'associations environnementales. Donc, il n'y a pas de type d'acteur attendu dans une arène. Ce sont juste des gens qui reconnaissent au même moment le même problème social et ils arrivent à se mettre sur la définition, d'accord, pardon, sur une définition. Je vais vous montrer un petit schéma qui va peut-être résumer ça. C'est-à-dire qu'on a un problème social. Par exemple, le Rhône est pollué par les PCB. Et différents acteurs se mettent d'accord dans l'arène B pour définir ce qu'est cette pollution. D'autres acteurs, dans une autre arène, pourront définir le même problème différemment. Ça, c'est important. Dans une approche de type problèmes sociaux, il y a différentes définitions concurrentes du même problème qui existent. Par exemple, la définition du problème social PCB pourrait être un Tchernobyl à la française, tel qu'on l'a lu dans certains médias, que ce soit sur des blogs ou dans des médias de presse ou dans des discours d'associations environnementales. Mais d'autres acteurs, par exemple, qui feraient partie de l'arène A, sont d'accord sur le fait que le Rhône est pollué par les PCB, mais vont pas du tout utiliser cette métaphore qui leur semble inopportune et vont dire le Rhône est pollué par les PCB, mais plutôt moins qu'il y a 30 ans. Et donc, vous voyez comment le même problème social va faire l'objet de... Enfin, la même situation, pardon, la pollution au PCB va faire l'objet finalement de définitions différentes. Et ces définitions vont avoir un impact sur ce qu'on appelle la publicisation ou le confinement d'un problème social. Qu'est-ce que c'est la publicisation? C'est le moment où le problème devient public, c'est-à-dire qu'il est reconnu par un certain nombre de personnes. Mais ce qui est important de retenir, c'est que d'un point de vue des sciences humaines et sociales, la majorité des problèmes sont en fait dits confinés, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas, ils ne dépassent pas les sphères de leur arène. Alors ça peut être le cas d'autres pollutions qui finalement sont assez méconnues du grand public ou des politiques, mais ça peut aussi être le fait de la concurrence. C'est-à-dire que oui, on parle de plus en plus d'environnement, mais l'environnement est souvent quand même assez peu traité. Alors oui, actuellement, avec la vague de chaleur, on parle un peu de changement climatique et autres, mais en fait, globalement, quand on regarde à l'échelle d'une année, les questions environnementales sont quand même très souvent confinées, exception faite notamment des grandes crises de type inondation majeure, canicule majeure, ou alors des moments, notamment politiques. On peut penser à l'effet des COP ou à l'effet, par exemple, des rapports du GIEC. Donc ce sur quoi je travaille, c'est à la fois des arènes qui vont définir différents problèmes, parfois pour la même situation. Ces problèmes entrent en concurrence et ils ont des temporalités entre publicisation et confinement. On n'est pas nombreux, n'hésitez pas à m'arrêter si je ne suis pas claire. Alors, à partir de là, comment on peut définir les pollutions aquatiques comme un problème social? Premier élément, la définition que je vais choisir pour la pollution aquatique va être celle inspirée de Mary Douglas, qui dit que la pollution, c'est une matière qui n'est pas là où elle doit être. Donc, c'est une approche finalement qui passe par la catégorisation par des acteurs. Et certains acteurs vont finalement considérer que la pollution existe à ce moment-là parce que des molécules ou autres se trouvent à un endroit qui n'est pas censé être le leur. Alors au niveau des pollutions aquatiques, ça fait longtemps qu'à Lyon, ces questions sont abordées. Je pense notamment à la thèse de Romain Garcier qui date de 2005. Donc voilà, ça fait un petit moment que ces questions sont abordées d'un point de vue plutôt sciences humaines et sociales. Romain Garcier proposait 3 éléments pour définir ce qu'était une pollution aquatique. D'abord, la modification de l'état d'un cours d'eau. Ensuite, l'idée qu'il va y avoir une altération de certaines pratiques, et notamment des pratiques interdites ou des pratiques impossibles. Et enfin, la pollution, elle est définie par une entrée risque. Alors, ça peut être une entrée risque sanitaire à l'égard des populations riveraines, et également risque plutôt du côté de l'écologie, de l'écotoxicologie, notamment en lien avec les poissons ou autres êtres vivants de nos cours d'eau. Alors moi, la pollution sur laquelle je travaille, c'est la pollution reconnue par la société comme un problème social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas abordé la pollution comme donnée absolue, même si j'en parlerai justement pour mettre en relation ces représentations sociales et la pollution comme phénomène quantifié, objectivé et autres par des mesures scientifiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre problème social, oui, il va s'appuyer sur des normes, sur des chiffres, sur des cartographies existantes, mais en fait, ce qui va être déterminant pour faire un problème social, ça va être le rôle des collectifs.
Donc, bien sûr que tout indicateur qui vont dans le sens d'une pollution, que ce soit voilà, des normes, des chiffres, des prélèvements, des échantillons et autres, vont être utilisés dans la construction de la définition du problème. Mais en fait, ils ne suffisent pas seuls. Les collectifs sociaux vont jouer un rôle déterminant. Donc, la pollution que je vais travailler aujourd'hui, en fait, elle est relative au sens où même si ma pollution elle est stable, c'est-à-dire qu'elle est comparable, j'ai les mêmes données, et ben, elle va faire problème ou non. Donc, ce qui peut être des fois un peu dérangeant ou difficile à concevoir, c'est que voilà, la pollution comme problème social, elle n'est pas liée finalement à des niveaux de pollution. Elle est plutôt liée à des niveaux de mobilisation, qu'elle soit sociale, politique ou autre. Alors, en termes de méthode, je fais un point méthode maintenant, puisqu'en fait, elles vont être transversales à mes deux temps. Tout d'abord, il y a une analyse de contenu qui est réalisée sous R. Donc, une analyse de contenu, c'est une méthode de sciences humaines et sociales où en fait, on va transformer finalement le discours en code. On va le codifier, puis on va coder en présence-absence, en degré d'intensité. Donc, bah, par exemple, on va avoir un article de presse sur la pollution par les PCB, puis on va noter, par exemple, la présence ou l'absence des tribunaux, ou la présence ou l'absence d'une plainte. Donc, en fait, on se retrouve avec parfois, c'est fait par des logiciels. Moi, je travaille ça sous R, donc c'est des tableaux avec pléthore de colonnes qui nous, finalement, déconstruisent, recodent le discours. Donc ça, c'est une approche qui se prête notamment aux analyses statistiques. Deuxième méthode, c'est la textométrie. Donc la textométrie, c'est une approche d'analyse de données textuelles via des statistiques. Et je vais aborder deux logiciels open source aujourd'hui, que sont TXM, qui est développé à l'ENS de Lyon, et Eramutech, qui est développé à l'Université de Toulouse. Donc, ces deux logiciels sont open source et sont compatibles l'un avec l'autre, ce qui explique notamment le choix des logiciels. Je reviendrai plutôt dans la présentation sur ce que permettent chacun de ces logiciels. Troisième méthodologie, il y a aussi de la spatialisation de toponymes. Donc, les toponymes sont extraits via TXM, le logiciel cité précédemment, et sont ensuite cartographiés via QGIS, donc un système d'information géographique de façon assez classique. Et enfin, dernière méthode, la méthode 4, c'est une approche plus qualitative, voire vraiment qualitative à 100%, qui vise à reconstruire des récits pour justement montrer comment se construisent les problèmes sociaux via des extractions de citations. Donc, je vais essayer de combiner ces 4 méthodes dans la suite de la présentation. Donc, on aura deux temps. Un premier temps qui s'appelle « Donc ça s'en va et ça revient » sur notamment cette publicisation du problème social pollution aquatique. Donc, comment ce problème social vient et repart. Et on va travailler notamment sur la pollution du Rhône dans les discours médiatiques depuis 1945. Mon grand 2 s'appelle donc C'est fait de tout petit rien. Et là, on travaillera sur l'identification et la catégorisation des pollutions et des micropollutions dans les eaux pluviales urbaines à travers l'exemple de la métropole de Lyon et un public qui est plutôt un public de gestionnaires. Et la question porte notamment sur les questions de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Donc ça s'en va et ça revient. Je vous ai mis à titre indicatif quelques publications d'où viennent certains des résultats présentés aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais voilà, j'en ai sélectionné 3 principales. Tout d'abord, je ne sais pas si c'est vraiment utile de le rappeler, mais on va aborder aujourd'hui la question du Rhône. Notamment, on va beaucoup parler de ce secteur-là où va se trouver une usine qui s'appelle Trédi, donc le secteur entre le barrage de Sobrena et le barrage de Pierre-Bénite. Comme vous le savez sûrement, le Rhône, c'est 25% de l'hydroélectricité produite en France aujourd'hui, et c'est également 25% de l'énergie nucléaire produite en France aujourd'hui. Donc, ce sont des enjeux très importants, notamment d'un point de vue économique et énergétique. À cela s'ajoute que le fait que la vallée du Rhône est un axe majeur de l'urbanisation et de l'industrialisation en France. Les pollutions que je vais aborder autour du Rhône, ça va être essentiellement des pollutions chimiques. Alors bien sûr que sur ma période, depuis 1945, il y a eu des grands changements au niveau des pollutions organiques, notamment autour des questions d'assainissement et d'amélioration de la qualité des eaux. Mais en fait, ces questions-là sont assez peu médiatisées, donc j'en parlerai très ponctuellement, mais voilà, on va plutôt parler des pollutions chimiques. On va notamment aborder la question des accidents chimiques. Donc là, je vous ai mis des extraits de capture d'écran de la catastrophe de 1976 à Pierre-Bénite, où 20 tonnes d'acrolénine ont été déversées dans le Rhône. Donc c'est un produit très toxique, d'après la directive Seveso II, et
C'est plus de 100 tonnes de poissons qui sont morts dans le Rhône en 1976. Et avec des poissons qui sont retrouvés sur de nombreux kilomètres à l'aval. Deuxième pollution sur laquelle je vais insister, qui est aussi une pollution chimique, mais là qui n'est pas de l'ordre de l'accidentel, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des pollutions au long cours, ce sont les PCB, donc les polychlorobiphéniles. Alors ils ont eu différents noms commerciaux depuis leur construction, enfin depuis voilà, la commercialisation pardon, du produit, notamment par Monsanto dès les années 1930. Puis d'autres acteurs économiques sont venus sur ce marché-là, puisqu'en fait les polychlorobiphéniles, les PCB, jouaient un rôle important dans tout ce qui est circuit fermé, notamment dans tout ce qui est transformateur, batterie et autres. Et on les trouvait également en circuit ouvert, donc en contact avec l'air, notamment dans tout ce qui est peinture, adhésif et autres. Ces PCB sont définis en France par le décret de 1987. Dans ce décret-là, il y a notamment une réflexion sur tout ce qui est élimination de ces molécules qui ont été allègrement utilisées des années 30 donc à 1987, puisque c'était un peu vu comme le produit miracle qui permettait de résoudre bon nombre de problèmes, que ce soit dans l'urbanisation ou dans l'industrialisation. Alors, je vais parler de PCB au pluriel, puisqu'en effet, il y a 209 congénères dérivés du biphényl qui rentrent dans cette catégorie-là de PCB. Ce sont des polluants organiques persistants, dits les POP, parce qu'ils sont peu solubles dans l'eau, ils sont quasiment hydrophobes, et peu biodégradables. La demi-vie de la molécule est très importante. Souvent, quand les personnes en géosciences travaillent sur les PCB, ces personnes-là travaillent sur les 7 PCB indicateurs qui correspondent à plus de 50% de la pollution des milieux aquatiques. Ce qui est important de savoir, c'est que d'un point de vue du problème social ou du problème plus public, politique, les personnes évoquent les PCB, mais n'ont pas du tout conscience de la diversité des PCB. C'est vraiment compris comme un tout unique. Donc voilà, c'est ce point sur les 209 congénères, sur les PCBI, ce sont des choses qu'on ne retrouvera pas du tout dans les discours, on va dire, de gestionnaires ou d'acteurs politiques. Quelques éléments importants au niveau de la chronologie. Donc, vous voyez qu'en fait, l'Union européenne, via des directives européennes, a été très incitative vis-à-vis de la France, notamment sur la question de l'élimination et la limitation de la mise sur le marché des PCB. Que la France a plutôt suivi le mouvement. On voit ici le décret de 87 qui arrive après 2 directives. Et il faut également rappeler que la France a été condamnée par l'Union européenne en 2002 pour ne pas avoir suffisamment éliminé, traité la question des PCB. Donc mon questionnement aujourd'hui, sur ce premier temps, porte sur 3 aspects. Comment la définition d'un problème permet-elle de créer des arènes hybrides entre sciences, politiques et médias? Donc on ne va pas avoir une arène A qu'avec des scientifiques, il va y avoir d'autres acteurs qui vont intervenir et voir comment ces différentes arènes s'hybrident et arrivent à se parler ou pas. Deuxième questionnement sur comment se lancent et se diffusent les problèmes sociaux, puisqu'on a dit qu'un des enjeux des problèmes sociaux, c'était de sortir du confinement quand il s'agit de questions environnementales. Notamment comment ça se passe entre les échelons locaux et nationaux, quel rôle les lanceurs d'alerte, qui sont leurs relais et comment ça se concrétise politiquement. Et enfin, un dernier temps sur comment méthodologiquement on peut travailler sur le même problème entre différentes disciplines. Puis là, je m'appuierai sur des travaux de la zone atelier bassin du Rhône et de l'Observatoire Homme-Milieu-Vallée du Rhône. Donc pour ce premier temps, autour des pollutions du Rhône, je vais travailler sur des corpus de presse écrite. Je vais travailler sur 2 grands corpus. Le premier, c'est un corpus d'articles du Monde de 1945 à 2013, extraits de 2 manières différentes. D'abord sur la base de données Europresse, puis ensuite sur le site du Monde. Tous les articles contenant le mot Rhône ont été conservés et ont ensuite été lus par une humaine pour être sélectionnés ou non. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, sur cette période 1945 à 2013, il y a 104 articles dont le sujet principal est la pollution, 104 articles sur 1079 articles sur le Rhône, et les PCB du Rhône ne comptent que pour 22 articles. Le deuxième corpus, c'est un corpus de presse papier, de presse quotidienne régionale qui a fait l'objet d'une numérisation en archives. Là, on est sur un corpus plus restreint de la période 2002 à 2013 parce que les temps de collecte sont très longs. Tous les journaux ont été lus exhaustivement dans leurs différentes éditions. Donc, c'est beaucoup plus chronophage que la requête numérique présentée initialement. Et sur la question des PCB, sur cette période, on a 77 articles dans le Progrès de Lyon, 72 articles dans les éditions du Dauphiné, de la Drôme et de l'Ardèche,
Donc, il y a plusieurs éditions sur ce secteur-là. Et 60 articles sur le secteur la Provence, qui correspond plus ou moins à la portion entre Avignon et Arles du Rhône, donc le Bas-Rhône. Et donc, on va appliquer les méthodes citées précédemment. Donc, premier élément, quand on regarde tous nos articles du monde, de 1079 à nos jours, enfin à 2013, ce qu'on note, c'est qu'il y a une forte hétérogénéité de la publication selon les années. Et j'insiste là-dessus, sur la période récente, on va dire post-1997, le nombre d'articles se réduit très, très fortement. Ça va avoir un impact, puisqu'après, je vais parler en valeur relative, donc il faudra bien garder en tête qu'il y a de moins en moins d'articles publiés. Donc, quand on aborde ça en valeur relative, en fait, en fréquence d'articles publiés, pour chaque année, via une analyse de contenu, le thème principal de l'article a été proposé. Donc, c'est assez simple. Chaque article correspond à une ligne. Chaque colonne, enfin, une colonne correspond au thème principal. Et puis, il y a un codage d'analyse de contenu qui identifie le thème principal de chaque article. Donc, nos pollutions sur lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est le petit figuré en sable. J'espère que vous voyez ma souris. Donc, elle est là, 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 là. Elle bouge un peu de place parce que des fois les barres ne sont pas toutes représentées. Et là, après, elle disparaît complètement. Là, il n'y a plus du tout de pollution sur toute cette période-là. Et ensuite, elle réapparaît à la fin. Donc, on va se focaliser sur les 3 dernières périodes, la période de 1973 à nos jours, la période de 1982-1997 et la période de 1998-2013, puisque c'est là où s'affirme la thématique pollution, où elle se maintient à une place très importante, et puis où elle réapparaît après une phase de disparition longue. Notre première phrase de 1973 à 1981, qu'est-ce qu'on apprend dans le journal Le Monde? Premier élément, on lit de nombreux textes, notamment de Bernard Clavel, qui est un auteur rhodanien relativement connu à l'époque. Et c'est un extrait d'un texte de Bernard Clavel, donc publié dans le Monde, qui dit « J'ai vu mourir le Rhône, ma seconde patrie, et j'entends aujourd'hui la plainte des riverains qui n'ont rien fait pour le sauver. » Et en effet, c'est un discours qui est très important dans ces années 70, de prise de conscience que le Rhône est en train d'étouffer, de suffoquer, à cause de plusieurs éléments. Premier élément qui fait l'objet de critiques, la gestion internationale du fleuve, et notamment la gestion franco-suisse. Puisque vous le savez peut-être, mais donc le Rhône est bien sûr un fleuve international entre la France et la Suisse, et les débits du Rhône sont largement anthropiques, c'est-à-dire que la Suisse décide la quantité d'eau qui passe, avec un problème majeur côté suisse qui est lié notamment au barrage de Verbois. Et en fait, ce barrage est très fortement soumis aux sédiments du Rhône et en fait a tendance à se remplir, entraînant un risque important pour la métropole de Genève. Donc ce barrage de Verbois doit être régulièrement, initialement c'est tous les 3 ans, il doit faire l'objet, on va dire, ce qu'on appellerait aujourd'hui d'un abaissement de sa ligne d'eau, ce qu'on appelait à l'époque des chasses, c'est-à-dire qu'on ouvre les barrages pour faire circuler ces sédiments. Et ces sédiments donc, descendent le cours du fleuve, notamment jusqu'à la France. Donc ces protocoles existent et sont très bien documentés depuis l'après-guerre. Et en 1978, il y a eu un accident, c'est-à-dire que l'abaissement a été trop rapide, il y a eu des pluies importantes. Bref, il y a eu trop de matières en suspension qui sont passées. Et on a eu une très forte mortalité piscicole côté français. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que les élus du fleuve Rhône, du côté français, donc du Haut-Rhône, ont eu un discours très dépréciatif sur ces sédiments. On trouve des extraits d'articles où des élus qualifient les sédiments de merde et autres termes vraiment dépréciatifs. Donc depuis cet événement de 1978, pour que ces matières en suspension ne soient pas vues comme des pollutions, justement, il y a un contrôle qui est fait autour de la matière en suspension. Donc, ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est que la matière en suspension, qui est somme toute tout à fait naturelle, qui est somme toute, en soi, n'est pas une pollution en tant que telle, est vue par les acteurs, les élus, comme une pollution, parce qu'elle a tué les poissons, dégradé la qualité environnementale du fleuve. Donc ça, c'est important. Le sédiment lui-même peut être vu comme une pollution. Et une des façons de sortir de ce problème social, ça a été de créer des indicateurs pour s'assurer que la quantité de matière en suspension soit conforme et permettre notamment le maintien d'une vie, notamment piscicole.
Autre élément, on l'a un petit peu vu dès l'introduction, les actions à l'égard du Rhône s'inscrivent également autour de la Méditerranée, et notamment des engagements internationaux de la France à l'égard de la Méditerranée. Puisque c'est dans cette période qu'apparaît une sorte de gouvernance internationale de la Méditerranée, notamment qui donnera ensuite naissance au Plan Bleu. Et donc, les rejets français posent problème dans un contexte où on est sur une mer partagée entre différents États. Cette image du fleuve égout, hein, vous voyez dans la citation, est bien présente, et notamment des maires, tant à l'amont qu'à l'aval, vont créer des associations pour lutter contre les conséquences de l'industrialisation. En effet, la vallée du Rhône est un couloir important d'industrialisation, et le Rhône était vu comme un égout bien commode. Et là, vous avez un extrait de citation. Le Rhône ne roule plus selon les jours que des masses de mousse rouge ou bleue, déchets des usines riveraines. C'est vrai que c'est des choses qui nous paraissent peut-être exotiques aujourd'hui, parce que finalement, on a un Rhône qui est assez limpide, entre guillemets. Mais voilà, il faut imaginer un Rhône arc-en-ciel, égout, qui faisait l'objet de mobilisation, d'une surveillance accrue des riverains au quotidien. Alors, à cette surveillance du quotidien, où les sentinelles étaient vraiment les habitants du bord du fleuve, reliés par quelques élus, s'ajoute le rôle des accidents, et notamment l'accident dont j'ai parlé au début, l'accident de 1976. Alors cet accident, il est important puisque 5 fédérations de pêche sur l'ensemble du linéaire ont porté plainte, sont portées partie civile. Et ça, en termes de problème social, on voit bien qu'il y a une très forte publicisation, puisqu'on demande aux tribunaux de rendre justice, finalement, de rendre justice au nom des poissons. Donc ces 5 fédérations de pêche ont considéré que c'était 367 tonnes de poissons qui étaient morts, et c'est pour ça qu'ils ont porté plainte. Pourquoi cet événement de 1976 il est important? Parce que donc il y avait eu un premier événement à Pierre-Bénite en 1972, puis celui-ci de 1976, et la répétition du phénomène entraîne le verdict du tribunal contre l'usine Pechiney, usine Kuhlmann, et donc en fait le directeur, au nom du principe pollueur-payeur, hein, donc il est pollueur, a été condamné à 1 mois de prison avec sursis et amende. C'est un des premiers cas au bord du Rhône où un pollueur identifié, labellisé, catégorisé comme tel par un problème social, par une arène, notamment ici de pêcheurs et de riverains, va faire l'objet d'une condamnation qui est assez lourde pour l'époque, notamment avec du sursis. Deuxième période, la période 1992-1997. Alors, on est toujours dans cette phase d'industrialisation de la vallée, avec dans la presse des événements très réguliers, hein, encore de poissons qui sont tués. Hein. Là, on a 20 tonnes de poissons à Saint-Fond. Enfin voilà, dans la presse, on arrive à retracer un peu cette histoire des morts de poissons. Mais ce qui est important de dire, c'est que les chiffres de la décennie 70 ne semblent pas égalés. Si on compare les prélèvements, les faits sur l'étude du monde dans les années 70 et ce qu'on trouve dans les années 80, ça semble aller un petit peu mieux. Autre élément, la qualité des eaux s'améliore également grâce à l'assainissement, où certains grands chantiers de stations d'épuration seront recensés par la presse. Enfin, cette période, elle nous intéresse également puisque c'est la première crise PCB. Alors cette crise, elle reste relativement confinée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une importance forcément nationale, mais elle est bien identifiée. Et elle est identifiée notamment par l'Agence de l'eau dans un livre blanc. Autre élément, elle gagne un petit peu en médiatisation, notamment parce qu'en 1986, il y a eu un accident important sur un transformateur de Villeurbanne, donc avec une fuite de PCB, avec atteinte au milieu terrestre. Et le ministre de l'Environnement, le ministre délégué à l'environnement de l'époque, Alain Carignon, était venu au bord du Rhône. Ce qui est important également, c'est que c'est des scientifiques qui lancent l'alerte, en plus de l'agence de l'eau, notamment des scientifiques qui travaillaient à l'INRA à l'époque, hein, mais que ce problème, en fait, il va être confiné quand on analyse ça de près. Je pense notamment aux travaux également de Christelle Gramaglia. Il va être confiné notamment par le rôle des services de l'État. C'est-à-dire qu'on va faire le choix, d'un point de vue de l'État, de traiter ce problème comme un problème industriel et non comme un problème environnemental. Et donc, en fait, par la prise en charge du dossier par la DRIR, la composante environnementale va être complètement effacée. Et en fait, ce problème, reconnu par l'Agence de l'eau, par des scientifiques, va en fait être complètement reconfiné par les services de l'État, et notamment tout ce qui est lié au développement industriel, qui semblait une priorité à ce moment-là.
Des ONG jouent un rôle important. On pourrait citer la FRAPNA, en rappelant le rôle, la porosité entre la FRAPNA, entre science et écologie, mais également des ONG avec une ampleur médiatique beaucoup plus forte. Par exemple, Greenpeace provoque une opération coup de poing sur Rhône-Poulenc. Donc, le Rhône est comment dire, bien catégorisé comme un lieu où on a une pollution qui est confinée par les services de l'État, mais reconnue par des scientifiques, par des gestionnaires comme l'Agence de l'eau et par des ONG environnementales. Ce qui m'amène à ma troisième période, la période plus contemporaine. On a dit qu'il y avait quasiment plus de pollution, et puis en 2005, la pollution réapparaît au bord du Rhône. En 2005, un pêcheur du Rhône, Cédric Giroux, qui travaille sur le site du Miribel-Jonage, pêche des brèmes. Il pense que ces poissons sont contaminés par la grippe aviaire, voilà, une forme botulique, et donc demande un examen. Et il se trouve que ces poissons sortent avec des chiffres anormalement élevés de PCB, ce qui déclenche de façon complètement fortuite et inattendue la crise PCB de 2005. Alors, si on regarde la forme de notre courbe, bon, ce n'est pas une vraie gaussienne, mais en fait, on tombe sur quelque chose d'assez connu dans les problèmes sociaux, qui est les différentes phases du problème social, de l'émergence à son affirmation. On sait à sa prise en charge par les pouvoirs publics le développement d'une politique, puis après la prise en charge par les pouvoirs publics, finalement une érosion du problème qui garde un niveau de publicisation faible jusqu'à ce qu'il réapparaisse du fait d'une nouvelle définition et d'une nouvelle émergence. Alors ce type de modèle peut bien sûr être critiqué, puisque l'agrégation des données joue un rôle majeur. Là, vous avez une agrégation annuelle qui finalement nous permet d'être assez proche de la gaussienne. Ici, on a une agrégation mensuelle qui nous permet vraiment de reconstruire la gaussienne, donc mars 2005, septembre 2005, et ainsi de suite, donc avec des patterns un peu différents. Mais si on a une échelle plus fine, on va avoir quelque chose de beaucoup plus tourmenté et de beaucoup plus difficile à suivre d'un point de vue du modèle. En tout cas, au premier coup d'œil, ce modèle correspond à celui qui a été défini par Downes comme un problème qui émerge, puis prise en charge par les problèmes publics, une situation de prise en charge qui semble efficace, satisfaisante, qui emmène à un déclin du problème. La découverte des PCB sur le Rhône amont, donc autour de Lyon, est fortuite en 2005. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faudra 2 ans pour que les analyses descendent le linéaire, pour considérer que, voilà, que les PCB sont en grande partie hydrophobes, donc en fait sont liés plutôt aux questions de sédiments. Et donc en fait, de 2005 à 2007, il n'y a pas de publication sur ces thématiques-là dans le Rhône drômois et ardéchois, donc le Rhône médian, ou dans le Rhône aval. Ensuite, on remarque en fait un début qui est très brutal. On n'a pas du tout l'effet de commencement comme on avait tout à l'heure. Et puis là aussi, comme sur le Rhône lyonnais, une érosion qui est très très brutale du problème. Donc avec un maximum dans les 2 cas, en 2007 et en 2008. Donc la question, c'est qu'est-ce qui nous emmène à 2008, à cette érosion du problème social. Premier élément, donc là, c'est uniquement une extraction de toponymes sur nos articles du Progrès de 2005, donc le Progrès de Lyon de 2005 à 2013. Premier élément, on voit bien ce rôle que joue le secteur lyonnais avec Lyon, le canal de Jonage, le canal de Miribel, Mézieux, Dessines, Saint-Vulbas, Sobrena et ainsi de suite. Donc on voit bien où se situe le gros du problème, on va dire l'épicentre du problème, si on reprend une autre métaphore. Et puis ensuite, on va parler d'autres fleuves que le Rhône, la Saône, donc la France, la rivière d'Ain, Marseille, la Seine, la Loire. Donc on voit comment le problème se diffuse non seulement au Rhône progressivement, mais également à d'autres bassins versants français. Cette publicisation s'accompagne notamment d'articles de blog, je pense notamment aux eaux glacées ou aux carnets d'eau, qui ont beaucoup publié sur ces questions de PCB, enfin qui ont publié sur ces questions de PCB en 2007-2008 et également jusqu'en 2012 pour les eaux glacées. Des vidéos du VVF qui ont été très nombreuses en 2007-2008 avec 8 vidéos pour une durée globale d'1h15 et puis 2 envoyés spéciaux, un en 2008 et un en 2012. Donc on voit comment on a une couverture médiatique qui se fait d'un point de vue national avec des corpus qui sont plutôt de l'ordre encore de la sphère environnementale et puis le grand public avec envoyé spécial. Donc on voit bien cette année de 2007-2008 qui semble finalement une jonction tant dans la diffusion à l'échelle du Rhône mais également une diffusion sur d'autres cours d'eau français. Et en fait, on voit très bien une échelle très fine. Donc ça, c'est une textométrie faite sur TXM. Ici, vous avez tous les mots du corpus. Et quand ça monte, c'est que le mot a été prononcé une fois. Et en fait, dans la première phase du corpus, donc jusqu'en 2007, donc à peu près, on va dire
ouais, jusqu'ici, 2006-2007. L'acteur dominant, c'est la FRAPNA. Et en fait, ce qu'on voit apparaître petit à petit dans cette année 2007, c'est finalement un tassement total du rôle joué par la FRAPNA, donc la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, qui est aujourd'hui qui fait partie des FNE. Et on voit apparaître en 2007-2008 le rôle majeur de l'État. L'État qui double même les préfets ici. Donc en fait, 2007-2008, c'est le plan national à l'égard des PCB. Et donc c'est une prise en charge par l'État qui explique en partie cette érosion. On voit bien aussi, si on prend tous les articles du Monde sur le PCB, pas juste ceux du Rhône, on voit bien comment cette question était particulièrement importante, très traitée dans ce média sur cette période de 2007, 2008, 2009, 2010. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première étude de cas? Les études scientifiques ont généré des mesures politiques, notamment parce qu'il y a une diversité des objets étudiés, ce qui a consolidé la recherche. Autre élément, on parle souvent de recherche scientifique, mais il ne faut pas utiliser. Ce cas nous rappelle qu'il y a d'autres types de recherche, notamment la recherche pro-environnementale, le rôle joué par la FRAPNA notamment, et puis une recherche plus institutionnelle, notamment jouée par l'AFSA à l'époque. Ce qu'on se note aussi, c'est que la pollution, elle a mis quasiment 2 ans pour être reconnue à l'ensemble du linéaire, avec des situations qui pouvaient être complètement ineptes, c'est-à-dire qu'on avait une gestion départementale de la crise, et il pouvait être interdit de pêcher un poisson en rive gauche et possible de le pêcher en rive droite, pour un peu que ce ne soit pas dans le même département. Enfin, voici la situation telle qu'elle existait en 2012 sur ce qu'on avait le droit de pêcher et de consommer ou non, et vous voyez que c'est quasiment inintelligible pour les personnes. Les sentinelles dans ce rôle-là, dans cette catégorie-là, sont à la fois des scientifiques, mais aussi des pêcheurs. Et là, je vous ai mis le rôle d'un pêcheur. Le premier pêcheur qui a pêché de façon fortuite, c'est Brême, qui a joué le rôle de porte-drapeau, finalement, du problème, avec toute une série d'images plus ou moins angoissantes, ce qu'on appelle les toxic images. Cette reconnaissance des PCB passe par le rôle des non-humains, donc des poissons, des sédiments. Et aujourd'hui, les PCB sont de plus en plus reconnus comme des indigènes du fleuve, c'est-à-dire qu'ils en font partie. Alors, si on compare ce problème social avec d'autres mesures, je pense donc là aux travaux de Brice Mourier, ce qui est important de noter, c'est que si vous regardez ce graphique-là, dans les sédiments, dans les carottes, dans les MES, on est en phase où en fait les PCB déclinent très fortement, notamment du fait du contexte réglementaire. Et là, on voit bien qu'on a une déconnexion entre l'approche environnementale, où on a les PCB qui sont en déclin très fort, et l'approche plus sociale et politique, où au contraire, on a création d'une crise PCB au même moment. Ce qui m'amène à mon deuxième temps, je vais aller peut-être un peu plus vite, sur tout ce qui est micropollution dans les eaux pluviales. Alors ça, c'est un travail sur la métropole de Lyon, donc 59 communes. Et pourquoi la métropole de Lyon? Parce qu'elle est vue comme pionnière, notamment via son schéma général d'assainissement, où l'enjeu 1 est d'agir à la source. Donc on va travailler sur des techniques alternatives. Donc alternatives à quoi? Au réseau unitaire, c'est-à-dire où finalement les eaux pluviales vont dans le tout à l'égout, avec 2 types de techniques alternatives, les techniques dites micro, dans micro-méga, qui sont décentralisées, et puis les techniques dites méga, qui sont centralisées de l'ordre du bassin. Alors, pourquoi travailler sur les micropolluants dans les eaux pluviales? Parce qu'il y a des micropolluants en quantité dite non négligeable. Je m'appuie sur des travaux réalisés au sein de l'OTU, et donc c'est considéré comme une des sources diffuses de pollution. Donc, la question, c'est pourquoi les micropolluants finalement sont confinés, ne sont pas des problèmes sociaux. Quelles sont les représentations portées sur des techniques? Est-ce que ce sont vues comme des solutions? Est-ce que les techniques alternatives réduisent les micropolluants? Et comment les espaces urbains deviennent des espaces laboratoires pour des scientifiques? Donc j'ai interrogé différentes personnes, je vais aller relativement rapidement. L'idée, c'était d'interroger toute personne qui intervenait en lien avec les gouttes de pluie dans la métropole. Et également à d'autres niveaux, que ce soit le CEREMA, l'Agence de l'eau ou la DDT. Avec l'idée importante, c'est qu'il n'y a pas de service unique qui gère l'eau de pluie aujourd'hui. Donc ça s'appuie sur 24 entretiens semi-directifs, ce que je vais vous citer aujourd'hui. Donc premier élément, le problème, il est mal défini et donc il est peu fédérateur. Le premier problème qu'on a, c'est que les personnes n'arrivent pas à identifier ce que c'est qu'un micropolluant et vont beaucoup inciter sur les macropollutions, donc les déchets. La plupart des personnes insistent également, donc 17 sur 24, sur le fait que ce n'est un problème qu'émergent. Pourquoi? Parce que la réglementation n'est pas ferme, et donc il s'agit d'abord de se conformer à la réglementation, et donc ce problème est finalement très secondaire. Parmi les familles les plus citées, on a des familles bien connues, que sont les hydrocarbures, j'ai oublié, il y a les métaux lourds aussi, qui sont également à 19, les pesticides, et puis les médicaments.
avec un problème qui explique pourquoi finalement c'est peu fédérateur, qu'il n'y a pas vraiment d'arène. En fait, ça fait peur et ça génère toute une série d'angoisses et d'incompréhensions. Je cite, le seul fait de les citer, notamment les produits, les micropolluants, les toxiques, même si c'est en quantité infinitésimale, on a du mal à relativiser. C'est très difficile de parler de la pollution des eaux pluviales. Alors, quand les acteurs acceptent d'en parler, ça va être pour stigmatiser des comportements. Alors, des comportements, par exemple, d'architectes qui utilisent des métaux sur les toitures, ou des comportements qui sont qualifiés d'incivilité, notamment le jet de déchets, en fait, qui vont avoir des conséquences. Autre élément, pour les acteurs de ces techniques alternatives, elles sont vues comme moins polluées, moins dangereuses, puisqu'on est dans un espace vert sur l'extérieur. Je cite, on a l'impression que tout est propre, on se balade dehors, mais en fait, on reste sur des ouvrages qui ont potentiellement des polluants transmissibles. Donc, il y a aussi cette idée que finalement, le verre nettoierait par rapport aux égouts qui sont en souterrain, gris, dans le noir, et ainsi de suite. Toutefois, et c'est important, ce rôle des techniques alternatives s'explique par une volonté de préserver les milieux naturels et d'améliorer la gestion de la ressource, avec une double focale, à la fois sur l'eau de surface et les eaux souterraines. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'entrée, elle n'est donc pas qualitative, elle ne se fait pas autour de la pollution, mais elle est quantitative, elle se fait autour de la quantité. En effet, la pollution des eaux pluviales en fait, dépend en fait, de la quantité d'eau, puisque dans 95% du temps, il ne se passe quasiment rien, et dans 5% du temps, à savoir le temps de pluie, on génère 95% de la pollution du fait des déversoirs d'orage qui, entre guillemets, court-circuitent les stations d'épuration. Donc l'idée, c'est de permettre, par une gestion quantitative de l'eau, d'améliorer la gestion qualitative. Une autre façon également abordée, c'est de redonner à voir le cycle de l'eau en ville. Cette eau qui est souvent oubliée en souterrain et qu'il s'agirait de revaloriser autrement, notamment par une multiplicité d'usages. Alors, je ne vais pas trop insister dessus, mais les SHS permettent de diagnostiquer des atouts et des obstacles des différentes techniques. Et là, vous avez une figure qui compare les avantages des techniques à la source et des techniques décentralisées. Et en fait, on va voir que pour les acteurs, ces techniques n'ont finalement quasiment rien à voir, même si la catégorie scientifique de techniques alternatives apparaît comme uniforme. Autre élément de textométrie, ça permet de rapprocher des mots qui sont proches et donc de faire des classifications. Donc en fait, ça passe par des distances entre les mots, il y a des qui d'eux, puis ensuite des classifications sous Hiramutek. Et vous avez une première partie de la classe ici qui porte sur la gestion des eaux pluviales, où on voit bien la proximité entre techniques alternatives et approche réseau, et puis un autre pôle autour des questions de rejet, de pollution. On voit apparaître notamment les métaux lourds, les hydrocarbures, les pesticides. De l'autre côté, on a une autre classe qui, elle, est plus centrée sur le rôle du quotidien et de la science. Et enfin, sur la question du projet urbain et des acteurs qui gèrent l'eau urbaine. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on est dans ce que la littérature appelle un interventionnisme infrastructurel. Qu'est-ce que c'est qu'un interventionnisme infrastructurel? C'est une modalité d'action dans le monde de l'eau qui s'appuie sur 3 éléments, les règlements, les résultats scientifiques et les retours d'expérience. Et dans ce corpus-là, on voit notamment un rôle très important joué par l'INSA, par l'OTU et par le GREI, donc une association autour des questions notamment de l'eau. Et on a très peu d'interventionnistes institutionnels qui, lui, est appuyé sur l'outil économique, la valeur de l'eau. Par exemple, quand on a du principe pollueur-payeur, on est là-dedans. Donc en fait, ce qui semble déterminant sur nos techniques alternatives comme outil de gestion des eaux pluviales et de leur pollution, c'est vraiment l'interventionnisme infrastructurel. Ça, je n'ai pas forcément envie d'en parler. Qu'est-ce que je vais dire en conclusion générale? J'ai essayé de vous présenter comment les sciences humaines et sociales peuvent être à l'interface entre quantitatif et qualitatif, à travers des méthodes diversifiées et une approche qui se veut constructiviste, c'est-à-dire on regarde comment les sociétés construisent des problèmes. Les scientifiques jouent un rôle important dans les arènes, même si certains et certaines n'en ont pas toujours conscience, et peuvent jouer un rôle important dans des collectifs, notamment pour limiter le risque de confinement du problème. Quand le problème est suffisamment important, suffisamment publicisé, il génère souvent ce qu'on appelle une mise sur l'agenda politique et donc des politiques publiques. Enfin, il ne faut pas oublier que les problèmes sociaux ont des temporalités qui sont bien différentes des réalités objectivées de certaines approches scientifiques. Et je vous propose de m'arrêter là. Super, merci beaucoup pour cet exposé. Moi, j'ai appris plein de choses personnellement. Donc, je suis sûre qu'il y a des questions qui vont arriver. Ou alors dans le chat, n'hésitez pas.
Et bravo. Moi, j'ai une question un peu naïve en fait. Parce que, enfin, très naïf parce que je ne connais rien. Mais en fait, ce que je me demandais, c'est si j'ai bien compris, dans l'évaluation donc des problèmes sociaux, ça se base soit enfin, ce que vous avez présenté, soit sur des entretiens, soit des coupures de presse, c'est ça? Et du coup, est-ce que maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, là, les nouveaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, tous les réseaux sociaux, ça, vous arrivez à l'intégrer dans vos études? Oui, Ou est-ce que c'est compliqué peut-être? au niveau de la zone atelier bassin du Rhône, il y a des choses qui ont été faites notamment sur Twitter pour extraire notamment à travers des fils Twitter justement l'émergence d'un problème, son affirmation, les acteurs. Donc les réseaux sociaux sont tout à fait utilisables en ayant bien conscience de leur public différent, c'est-à-dire que le public Facebook n'est pas le public Twitter, qui n'est pas le même public que Snapchat ou TikTok. Donc voilà, souvent il faut aussi multiplier les supports. Mais oui, c'est tout à fait possible de le faire sur les réseaux sociaux. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout discours, alors ça peut être des entretiens, ça peut être des articles de presse, ça peut être des livres, enfin la littérature, par exemple, on peut tout à fait utiliser Bernard Clavel ou autre pour comprendre comment se crée un problème social. Ça peut également être des questionnaires où on va justement demander à des gens d'évaluer différents problèmes du genre là, actuellement, on a une ANR sur des questions d'inondation où on demande aux gens de classer différents risques pour justement voir lequel, pour eux, fait problème social. Est-ce que ça va être le terrorisme? Est-ce que ça va être la canicule? Est-ce que ça va être l'inondation? Et ainsi de suite. Donc, globalement, toute méthode qui nous permet de recueillir des représentations, des discours, peut permettre de travailler sur les problèmes sociaux. Et du coup, est-ce qu'il y a une façon de pondérer, par exemple, est-ce qu'un article dans le Monde, ça a le même poids que quelques articles, quelques tweets, enfin, je sais pas. Est-ce que ça, c'est pondéré d'une façon ou d'une autre? Alors, en fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer le croisement de sources. Donc là, j'ai insisté sur Le Monde, mais en fait, dans les travaux, on croisait donc Le Monde et 3 presses quotidiennes régionales, mais on croisait aussi avec les articles scientifiques, les différents documents produits par, à l'époque, l'AFSA, donc sur tout ce qui était sanitaire et aliments, les arrêtés préfectoraux. Bref, on croisait plein de sources pour arriver à ce qu'on appelle une triangulation, c'est-à-dire croiser les données pour être à peu près sûr de ce qu'on dit. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir donc des sources qui concernent des publics différents. Quand on lit un blog à portée environnementale ou le site du WWF, c'est pas la même chose que lire Le Monde. Ouais. Et de cerner les arènes. Par exemple, là, j'ai pas trop parlé, mais sur la question des PCB, on avait aussi un corpus sur le pêcheur professionnel, qui est une revue professionnelle pour les pêcheurs, pour justement voir comment dans cette communauté-là, ça apparaissait différemment. Donc, ce qui est important, c'est de croiser les sources, si possible à différentes échelles, pour savoir si c'est un problème local, national ou autre. Et après, essayer de voir comment, dans des arènes, on a des définitions qui sont semblables. Et c'est là où la statistique textuelle nous permet, par ces grilles, de répliquer les mêmes méthodes sur des messages qui sont initialement différents. D'accord. Merci. Alors, il y a Fabrice et puis Laurent. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses, mais parce que aussi, on est très loin. Donc, en effet, les questions sont naïves. Je voulais en fait continuer sur la question de Patricia, avec finalement deux questions qui se rejoignent peut-être. Est-ce que justement aujourd'hui, on voit une multiplication aussi des arènes avec les réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'en fait, avant, on avait peut-être deux, trois arènes, et puis maintenant, on en a 5, 6, 8, etc. Donc ça, c'était une première question en termes de modification quantitative en fait des acteurs. Et puis après, une modification temporelle, c'est-à-dire que à quel point aussi tout ça vient pas accélérer en fait comment on crée ou on élimine en fait des questions sociales comme ça, des problèmes sociaux. Du coup, c'est finalement une question un peu méta, c'est-à-dire voilà, comment aujourd'hui cette question-là, elle est complètement perturbée en termes quantitatifs, temporels, par tout ça. Et c'est ce qu'on a vu aussi, par exemple, avec la crise Covid, où là, en fait, on est passé régulièrement d'un sujet à un autre à une allure assez extraordinaire. Donc, il n'y a pas vraiment de question derrière tout ça, mais euh, j'ai l'impression que c'est aussi en lien avec cette idée qu'il y a une différence entre le problème social et avec les faits objectifs. J'ai l'impression en fait que tout ça, il y a un nœud commun entre le changement de la société et puis ces variations à la fois, voilà, encore une fois, quantitatives, temporelles,
et de décalage entre le fait social et le fait avéré, quoi. Ouais, c'est une intuition qui est bonne. C'est-à-dire que quand on aborde les problèmes sociaux, on considère que tout problème social est en concurrence avec un autre problème social. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que citoyen et citoyenne, on a une capacité de stockage, d'écoute d'informations qui est très limitée, en fait, par rapport à notre durée temporelle et autres. Et donc, en fait, dès le début, quand ça a été conceptualisé, on a considéré qu'il y avait ce qu'on appelle une charge maximale de problèmes sociaux. C'est-à-dire que nos problèmes sociaux, ils vont être en concurrence et ils vont potentiellement se relier, ce qui fait que, par exemple, il y a un problème social, on peut en entendre parler une journée, puis c'est fini. Et c'est très difficile aujourd'hui de s'installer dans le temps. Donc, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui l'effet buzz, c'est-à-dire l'information qu'on va passer une journée et puis qui disparaît, mais qui existait déjà à l'époque. C'est pas un phénomène nouveau. Par exemple, si on prend l'opération coup de poing de Greenpeace sur les PCB de 1990, on voit 2 articles et puis c'est fini parce que c'est une opération entre guillemets coup de poing donc qui se plie à ces temporalités-là. Donc en effet, il y a toujours eu concurrence entre les problèmes et aujourd'hui la concurrence est bien évidemment plus forte puisqu'il y a de plus en plus de sources de messages. Puisqu'en effet, quand on était sur une époque où il y avait 1 ou 2 chaînes de télé, 1 ou 2 quotidiens majeurs, c'est pas la même chose que quand il y a X groupes Facebook, voilà. Donc scientifiquement, les problèmes que ça pose, ça va être justement de trouver les bonnes sources contemporaines, dans un contexte où, par exemple, la presse quotidienne régionale perd beaucoup d'influence ou voilà, des choses comme ça, qui étaient des choses très utilisées par les historiens et historiennes et qui aujourd'hui posent voilà, un petit peu plus de difficultés. Et après, il y a une deuxième question qui est comment... alors, il y a 2 enjeux que je voudrais parler. D'une part, c'est important de ne pas oublier que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas envie de vivre dans les problèmes en permanence. Donc, il y a aussi un côté rassurant, ce qu'on appelle la dissonance cognitive, qui fait que oui, à Lyon, on vit quasiment tous en zone inondable, mais en fait, on préfère l'oublier. Donc, si le problème n'a pas de nouveauté, on va avoir un processus psychologique de dissonance cognitive qui fait qu'on a tendance à passer en arrière-plan ce problème jusqu'à la prochaine vague de chaleur ou jusqu'à la prochaine inondation, ce qui nous aide à vivre. Ce qui explique qu'on ne va pas changer forcément de logement. Voilà, ça va nous permettre d'éliminer plein de problèmes. Alors que voilà, moi je vous parle, je suis dans un appartement où il fait 31 degrés, je sais que l'an dernier il faisait 32 et je sais qu'il va bientôt faire 32, mais j'habite toujours là. Vous voyez, donc ça c'est la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en situation d'angoisse permanente et de tout changer dans notre vie. Ça, c'est le premier élément. On est en phase, il faut vivre avec l'angoisse. Et ensuite, au niveau de la multiplication des sources, oui, il va y avoir des problèmes, c'est-à-dire de trouver aussi, de plus en plus, on a des sources qu'on ne gère pas scientifiquement. Je pense notamment au groupe WhatsApp, je pense notamment aux discussions privées type Messenger, Telegram, où là, c'est très difficile pour les scientifiques, par exemple, d'entrer dans ces arènes-là, qui sont souvent fermées. Donc souvent, bah voilà, pour tout ce qui est groupe privé Facebook, ça se fait assez bien. Mais en fait, il y a tous ces groupes qu'on ne voit pas en souterrain qui posent aussi problème. Bien, merci. Laurent? Merci Emeline pour ta présentation, super intéressant comme toujours. Dans la crise PCB, tu as bien montré là, ce découplage entre l'aspect de réalité, réalité scientifique où en fait la pollution objective elle est bien antérieure, enfin elle est antérieure en tout cas de quelques années au problème social. Est-ce que ça, c'est un cas général dans les aspects de pollution ou de problématiques ou de problématiques environnementales? Ou est-ce qu'il n'y a pas des cas dans lesquels euh, c'est d'abord un problème social et puis après c'est des acteurs publics, je ne sais pas, qui vont demander aux scientifiques d'objectiver? Est-ce qu'il y a des cas? Est-ce qu'il y a une classification de ce découplage entre l'objectivation scientifique et le problème social? Ouais, alors il y a un premier élément qui est qu'en effet, les scientifiques jouent souvent le rôle de sentinelle, de lanceur d'alerte, mais ne sont pas forcément entendus. Et ça, c'est un vrai, c'est un vrai problème. C'est un vrai enjeu en termes de problème social qu'on a vu notamment autour de la crise PCB des années 80, c'est comment passer d'acteurs scientifiques qui connaissent un problème. Et en fait, si on regarde les chiffres, dans les années 80, le problème était bien plus important et ça expliquait que les scientifiques s'étaient mobilisés. Et comment, en fait, souvent les scientifiques peinent à être des acteurs dits porte-drapeau. C'est-à-dire, l'acteur porte-drapeau, c'est l'équivalent du panda VVF. C'est-à-dire, vous voyez un panda, vous savez que c'est VVF. La question, c'est comment un scientifique peut incarner un problème social. Et on voit bien autour de questions aussi comme le changement climatique, où alors on commence à avoir quelques scientifiques qui incarnent un petit peu le changement climatique, mais ils sont très peu nombreux et souvent très peu connus du grand public.
C'est notamment des gens qui siègent au HCC, enfin des choses comme ça. Donc, premier élément, souvent les scientifiques jouent le rôle de lanceur d'alerte, mais ont du mal à publiciser leurs problèmes sociaux. Et sur les eaux pluviales, c'est un peu le problème qu'on avait, puisque c'était des problèmes. Enfin, l'OTU considérait qu'il y avait un problème, et en fait, quand on parlait aux acteurs de la métropole, ils nous disaient, ben, vous nous embêtez, quoi. Enfin, il n'y a pas de réglementaire, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a ce premier découplage. Ensuite, on a tout à fait, enfin, on a des exemples. Si on reprend l'exemple de nos pêcheurs qui voient les poissons, bah là, on a des coalitions où souvent, on peut aussi avoir des porosités, c'est-à-dire que le monde associatif va demander des études, soit à des bureaux d'études, soit à des scientifiques, pour justement lancer l'alerte. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les scientifiques comme finalement pour avoir ce qu'on appelle une transmission du message, des porte-paroles, donc des chiffres, des cartes et autres, parce que c'est comme ça que tu arrives à faire prendre conscience au service de l'État qu'il faut agir. Donc il y a aussi ce rôle finalement de soutien scientifique qui est très massif, notamment je pense notamment pour le coup aux chasses du Rhône en 1978, où la RALEP à Lyon 1 a joué un rôle majeur en soutien aux pêcheurs et aux riverains. Donc il y a aussi ce moment où les scientifiques finalement viennent appuyer une cause qui leur semble utile, juste, avec d'autres acteurs qui vont jouer le rôle de porte-parole, de lanceurs d'alerte, grâce aux résultats des scientifiques. Ensuite, il y a le cas où les politiques pensent qu'il y a un problème et dans ce cas-là, ils vont demander des études. Et souvent, nos appels à projets, que ce soit ANR ou autres, en fait, ont partie de ce principe-là. Quand tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de la Covid ou du Covid, quand il y a eu l'appel ANR spécial Covid, c'est bien le moment où des politiques disent « Ah, on a un problème Covid, maintenant on vous met des sous sur la table ». Donc ça aussi, c'est tout à fait possible en cas de crise majeure. Les ANR Covid, par exemple à Lyon, il y a eu l'ANR vélo tactique sur les mobilités cyclables en période de Covid. Ça, c'est typique d'un projet de recherche qui est financé par l'État dans un contexte de crise Covid, qui sinon n'aurait jamais, enfin je sais pas, n'aurait probablement pas été financé en tout cas. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de... Merci. Il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains se lever. Eh bien, merci encore beaucoup, Emeline, pour ton exposé. Et puis, merci à tous et à toutes d'avoir écouté et participé à ce dernier webinaire de la saison. Je vous souhaite un bel été et à bientôt. Merci. Merci beaucoup.